Julie Larson a postulé pour un poste d'infirmière en chef au Miami General Hospital. Le Dr. Marcus Cross a déchiré sa candidature devant elle en déclarant « Une infirmière avec une interruption de 7 ans dans son CV n'est même pas qualifiée pour changer les drossels. » Il a ri. Le personnel médical a ri. Julie est partie en silence. Mais lorsque les directeurs de l'hôpital ont ouvert son dossier personnel pour l'archiver, l'ordinateur s'est bloqué. Une alerte rouge s'est affichée à l'écran. Accès refusé. Autorisation insuffisante. Ils ont appelé les ressources humaines. Les ressources humaines ont appelé le gouvernement. Puis un responsable du Pentagone s'est présenté en personne à l'hôpital avec un dossier noir. À l'intérieur se trouvait la vérité. Julie Larson n'était pas seulement une infirmière. Elle était le Dr. Julie Larson, médecin, chirurgienne de l'élite, ancienne officière médicale des forces spéciales, vétérane d'opérations classifiées sur 3 continents, avec des compétences chirurgicales supérieures à celles de n'importe quel médecin de cet hôpital. Quelques heures plus tard, les mêmes directeurs qui l'avaient rejetée paniquaient, la suppliant d'accepter non pas le poste d'infirmière en chef, mais celui de directrice de la chirurgie traumatologique, à la tête de tout le service. La femme qui avait été humiliée le matin même décidait désormais qui restait ou était licencié, et le Dr. Marcus Cross était sur le point de découvrir ce que signifiait travailler sous les ordres d'une infirmière incompétente. Que se passe-t-il lorsque la personne que vous avez humiliée devient votre nouveau patron? Laissez un j'aime si vous pensez que le respect doit se mériter et ne pas être présumé. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà été sous-estimé? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur des guerriers cachés qui prouvent que les sceptiques ont tort. La salle de conférence au 3e étage du Miami General Hospital sentait l'eau de Cologne coûteuse et le café rassis. Julie Larson était assise à l'extrémité de la longue table en acajou, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, la posture parfaite, malgré le fait que toutes les personnes présentes dans la pièce la regardaient comme si elle venait d'avouer un crime. Ils étaient 7. 7 médecins dans blouse blanche immaculée, leurs diplômes suspendus autour du cou comme une armure, leurs expressions allant d'une légère curiosité à un mépris total. À la tête de la table se trouvait le Dr. Marcus Cross, chef du service des urgences, les bras croisés sur la poitrine, ses yeux bleu pâle fixés sur Julie, avec le regard qu'un procureur porte sur un accusé qu'il sait coupable. Devant lui, étalé sur le bois poli comme une preuve lors d'un procès, se trouvait la candidature de Julie. Une seule page, un diplôme d'infirmière de l'Université de Cincinnati. 2 ans d'expérience dans un hôpital du comté de Dayton, dans l'Ohio, puis plus rien. 7 ans de vide. Alors, si je comprends bien, dit le Dr. Cross, la voix empreinte d'une incrédulité théâtrale. Il brandit le papier comme s'il était contaminé. Vous postulez pour le poste d'infirmière en chef. Un poste qui exige au minimum 10 ans d'expérience clinique continue, des certifications avancées et une expérience avérée en matière de leadership dans un environnement hautement spécialisé. Et votre CV montre un vide de 7 ans pendant lequel vous étiez. Qu'avez-vous écrit ici? Il plissa les yeux pour mieux lire le document. Contrat à l'étranger. Julie serra les mâchoires de manière presque imperceptible, mais sa voix resta calme. Oui, monsieur. Je travaillais dans le domaine de la médecine traumatologique à l'étranger. La médecine traumatologique? Le Dr. Cross répéta lentement, comme s'il savourait les mots. Il regarda les autres médecins autour de la table, les sourcils levés dans un faux air de surprise. La médecine traumatologique, vous avez entendu tout le monde, elle travaillait dans le domaine de la médecine traumatologique. Quelques-uns d'entre eux ricanèrent. L'une d'entre eux, le Dr. Patricia Ningwan, chef des services chirurgicaux, ne prit même pas la peine de cacher son sourire narquois. Le Dr. Cross se pencha en avant, les coudes posés sur la table. « Mademoiselle Larson, je vais être très direct avec vous, car je respecte votre temps et, franchement, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. L'hôpital général de Miami est l'un des meilleurs centres de traumatologie des États-Unis. Nous sommes classés 7e au niveau national. Notre service des urgences accueille plus de 80 000 patients par an. Notre personnel a été formé à Johns Hopkins, au Mass General et à Stanford. Il publie des recherches et donne des conférences à l'échelle internationale. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la pièce comme une lourde couverture.
Nous n'embauchons pas de personnes dont le parcours professionnel comporte des lacunes mystérieuses. Nous n'embauchons pas de personnes qui ne peuvent fournir de références vérifiables. Et nous n'embauchons certainement pas de personnes qui ont disparu pendant 7 ans et qui reviennent ensuite en espérant que nous croyions qu'elles ont travaillé sous contrat sans fournir le moindre document pour le prouver. Julie sentit la chaleur monter dans sa poitrine, mais elle garda un visage neutre. Elle avait appris depuis longtemps que montrer ses émotions devant des hommes comme Marcus Cross revenait à montrer sa faiblesse. « Je comprends vos préoccupations, docteur. Malheureusement, la nature de mon travail précédent m'empêche de fournir des références ou des documents détaillés, mais je peux vous assurer que mes compétences sont à jour et vos compétences sont à jour. » Le docteur Cross l'interrompit d'une voix tranchante. « Sur quoi vous basez-vous? Sur votre parole? » Il jeta la candidature sur la table avec dédain. « Maisla Larson, savez-vous à quoi est confrontée quotidiennement une infirmière chef dans notre service des urgences? Des accidents avec de nombreux blessés, des blessures par balle, des accidents de la route graves, des traumatismes pédiatriques. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit capable de prendre des décisions de vie ou de mort en quelques secondes, qui puisse diriger une équipe sous une pression inimaginable, qui puisse gérer des situations qui briseraient la plupart des gens. » Il se cala dans son fauteuil, son expression passant de la colère à quelque chose qui ressemblait davantage à de la pitié. « Vous avez travaillé dans un hôpital public à Dayton pendant 2 ans. Je suis sûr que cela a été très instructif, mais cette expérience n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici. Et quoi que vous ayez fait ces 7 dernières années, enseigner le yoga en Thaïlande, travailler dans une clinique de campagne en Afrique, je n'en sais rien et, franchement, je m'en fiche. Cela ne vous qualifie pas pour ce poste. » Les mains de Julie, toujours jointes sur ses genoux, se crispèrent jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle sentait les regards des autres médecins posés sur elle, l'observant, la jugeant, la rejetant. Elle voulait se lever. Elle voulait partir. Elle voulait dire à Marcus Cross exactement où il pouvait se mettre sa condescendance. Mais elle ne le fit pas, parce qu'elle était venue ici pour une raison. Elle avait passé 7 ans dans les coins les plus sombres du monde à faire des choses qui donneraient à ses médecins protégés et immaculés des cauchemars pour le reste de leur vie. Elle avait gagné le droit à une vie normale. Elle avait gagné le droit de travailler dans un endroit où les gens ne mourraient pas en hurlant dans ses bras. Elle avait gagné le droit d'être plus qu'une arme. Au lieu de cela, elle prit d'une profonde inspiration et dit « Je comprends vos préoccupations, Dr. Cross, mais j'apprécierais d'avoir l'occasion de faire mes preuves. Peut-être une période d'essai ou pas. » Le mot sortit plat et définitif. Le docteur Cross se leva, signalant que la réunion était terminée. « Je suis désolé, Mme Larson, mais la réponse est non. Nous avons des normes ici. Nous avons des protocoles, et vous ne les respectez pas. » Il contourna la table et ouvrit la porte, lui signifiant clairement qu'il était congédié. « Tiffany, à la réception, validera votre ticket de parking. Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi. Essayez peut-être les petits hôpitaux de la région. Je suis sûr que quelqu'un vous donnera votre chance. » Les autres médecins rassemblaient déjà leurs affaires, leur attention se tournant déjà vers des questions plus importantes. Julie se leva lentement, ses jambes lui semblant plus lourdes que d'habitude. Elle se dirigea vers la porte, passant devant le Dr. Cross, qui ne prit même pas la peine de la regarder. Alors qu'elle sortait dans le couloir, elle entendit l'un des médecins derrière elle, le Dr. Richard Hammond, un cardiologue réputé pour sa cruauté, dire à voix haute « 7 ans de travail contractuel. C'est une nouvelle façon de dire « au chômage ». Des rires la suivirent dans le couloir. Julie continua à marcher, ses pas résonnant sur le sol ciré, le visage impassible. Elle avait été victime de coupes de feu, d'explosions et de menaces de la part de seigneurs de guerre. Elle pouvait supporter une salle remplie de médecins arrogants. Mais lorsqu'elle entra dans l'ascenseur et que les portes se refermèrent, laissant derrière elle les rires et les jugements, Julie s'autorisa un moment de faiblesse. Elle ferma les yeux et expira lentement, les mains tremblant légèrement le long de son corps. 7 ans de sacrifice, 7 ans passés à sauver des vies dont personne n'aurait jamais rien su. 7 ans passés à saigner, à transpirer et à pleurer dans des endroits qui n'existaient sur aucune carte. Et tout cela n'avait aucune importance pour ces gens. Pour eux, elle n'était qu'une autre candidate refusée avec un CV suspect. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Julie sortit dans le hall animé,
se faufilant entre les groupes de patients, de familles et de personnel médical qui se déplaçaient avec l'efficacité acquise par l'habitude de ceux qui avaient leur place ici. Elle n'avait pas sa place ici. Marcus Cross le lui avait clairement fait comprendre. Elle était à mi-chemin de la sortie lorsqu'elle entendit une voix derrière elle. « Excusez-moi, êtes-vous Julie Larson? » Julie se retourna. Une femme vêtue d'un tailleur pantalon gris foncé s'avançait vers elle, flanquée de deux hommes en costume noir identique. La femme avait la cinquantaine, les cheveux gris acier coupés en carré et des yeux qui semblaient ne pouvoir voir à travers les murs. Elle portait une maillette en cuir dans une main et un iPad dans l'autre. « Oui, répondit Julie avec prudence. Qui la demande? » La femme s'arrêta à quelques mètres d'elle et la regarda de haut en bas, le visage impassible. « Je m'appelle Catherine Reynolds. Je suis directrice générale du Miami General Hospital. Je voudrais que vous veniez avec moi. » L'instinct de Julie se mit immédiatement en alerte. Pourquoi? Catherine jeta un coup d'œil autour d'elle dans le hall bondé, puis baissa la voix. Parce qu'il y a 30 minutes, quelqu'un de notre service des ressources humaines a essayé de traiter votre demande d'archivage. Lorsqu'ils ont ouvert votre dossier, le système s'est verrouillé et a déclenché une alerte de sécurité fédérale. Nous sommes en ligne avec 3 agences gouvernementales différentes pour essayer de comprendre qui vous êtes. Julie sentit son estomac se nouer. « Je peux vous expliquer. »« Épargnez-moi vos explications, » dit Catherine, sans toutefois se montrer désagréable. En ce moment même, un agent de liaison du Pentagone se trouve dans le bureau du directeur de l'hôpital avec un dossier classifié qui contient apparemment vos véritables références. Et d'après les appels téléphoniques que nous avons reçus au cours des 20 dernières minutes, je suppose que vous n'êtes pas simplement une infirmière de l'Ohio. Elle fit un geste en direction de l'ascenseur. Je vais donc vous demander une dernière fois, très poliment, de bien vouloir me suivre, car quel que soit le contenu de ce dossier, il est suffisamment important pour qu'un général 2 étoiles ait appelé personnellement notre PDG. Julie resta immobile, l'esprit en ébullition. Cela n'était pas censé se produire. Si elle avait postulé sous son identité civile, c'était justement pour éviter ce genre d'attention. Mais quelqu'un avait vérifié ses antécédents. Quelqu'un avait creusé plus profondément qu'il n'aurait dû, et maintenant, le mur soigneusement construit entre son passé et son avenir s'effondrait. « Mademoiselle Larson » insista Catherine. Julie regarda vers la sortie. Elle pouvait partir maintenant. Elle pouvait disparaître dans la chaleur de Miami, monter dans sa voiture et rouler jusqu'à ce que tout ce gâchis soit derrière elle. Elle l'avait déjà fait. Elle était douée pour disparaître. Mais elle repensa alors au rire dans la salle de conférence. Elle repensa au sourire condescendant de Marcus Cross. Elle repensa au fait qu'on lui avait dit qu'elle n'était pas assez bonne, pas assez qualifiée, pas assez digne. Et quelque chose en elle, quelque chose qui était resté silencieux et en sommeil pendant 7 ans, se réveilla. « Très bien, » dit Julie. « Montrez-moi le chemin. » Catherine acquiesça et se dirigea vers l'ascenseur. Alors qu'elle marchait, l'un des hommes en costume noir se mit à suivre Julie. Il n'était pas menaçant, juste présent. Un rappel que ce n'était plus une simple demande. Elles montèrent en silence jusqu'au dernier étage, celui de l'administration, où les directeurs et les membres du conseil d'administration de l'hôpital travaillaient dans des bureaux avec vue sur la baie de Biscayne. Catherine conduisit Julie dans un couloir calme jusqu'à un bureau d'angle aux portes en verre dépoli. Elle frappa une fois, puis ouvrit la porte sans attendre de réponse. À l'intérieur, le bureau était immense. Des baies vitrées, du mobilier moderne, des œuvres d'art abstraits au mur. Mais l'attention de Julie se porta immédiatement sur les 3 personnes qui se tenaient près du bureau. La première était un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume coûteux, probablement le PDG de l'hôpital, d'après la plaque sur le bureau qui indiquait « Dr. Raymond Castellano, président-directeur général ». La deuxième était une femme en uniforme de la marine, la poitrine couverte de rubans, avec l'insigne de capitaine sur le col. Elle se tenait debout, avec la posture rigide de quelqu'un qui a passé des décennies dans l'armée. Le troisième était un homme en costume sombre, avec un badge d'identité du Pentagone accroché à sa ceinture. Il tenait un dossier noir avec des bandes rouges sur le coin, le genre de dossier qui n'existe que dans les salles de briefing classifiées. Tous 3 se sont tournés vers Julie lorsqu'elle est entrée. L'expression du responsable du Pentagone était soigneusement neutre. La capitaine de la marine plissa légèrement les yeux, comme si elle évaluait une menace potentielle,
Et le PDG avait l'air d'un homme qui venait d'apprendre que son hôpital allait être poursuivi en justice pour $1 milliard. Mademoiselle Larson, dit le responsable du Pentagone, sa voix était calme, mesurée, celle de quelqu'un habitué à annoncer de mauvaises nouvelles. Je m'appelle Robert Chen. Je travaille pour l'agence de renseignement de la Défense. Je pense que nous devons avoir une conversation au sujet de votre demande d'emploi. Julie ne s'assit pas. Elle resta debout près de la porte, les bras le long du corps, le visage soigneusement impassible. J'ai postulé à un poste d'infirmière en utilisant mes qualifications civiles. Ce n'est pas illégal. Non, ce n'est pas illégal, acquiesça Robert. Mais lorsque l'administration de l'hôpital a tenté de vérifier vos antécédents professionnels, elle a déclenché un signalement de sécurité qui a transité par 3 bases de données fédérales distinctes avant d'atterrir sur mon bureau, et cela est inhabituel. Il ouvrit le dossier noir et en sortit une feuille de papier. D'après ce document, votre nom complet est Julie Ann Larson. Vous êtes titulaire d'un diplôme de médecine de l'Uniformed Services University. Vous avez effectué un internat en chirurgie au Walter Reed National Military Medical Center, suivi d'une spécialisation en chirurgie traumatologique de combat. Vous avez servi pendant 7 ans en tant que médecin de niveau 1, rattaché au commandement des opérations spéciales interarmées, avec des déploiements en Irak, en Afghanistan, en Syrie et dans plusieurs autres endroits qui restent classés secrets. Il leva les yeux du document. Vous avez le grade de capitaine de corvette dans le corps médical de la Marine, actuellement en réserve inactive. Vous avez reçu 2 étoiles de bronze, une Purple Heart et une médaille du service supérieur de la défense. Vos compétences chirurgicales ont été évaluées comme étant de niveau expert en traumatologie, chirurgie vasculaire, thoracique et neurochirurgie d'urgence. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation. Julie sentait tous les regards braqués sur elle, mais elle garda les yeux fixés sur Robert Chen. En d'autres termes, poursuivit Robert en posant le document, vous n'êtes pas infirmière. Vous êtes une chirurgienne traumatologue pleinement qualifiée, avec plus d'expérience au combat que 99% des médecins civils n'en auront jamais au cours de leur carrière. Le docteur Castellano, le PDG, semblait sur le point de s'évanouir. C'est une chirurgienne, Robert acquiesça, l'une des meilleures du pays en fait. Son dossier contient des éloges de généraux 4 étoiles. Elle a pratiqué des interventions chirurgicales dans des conditions qui seraient considérées comme impossibles selon les normes civiles. Catherine Reynolds, toujours debout près de la porte, expira lentement. Ainsi, lorsque le Dr. Cross a rejeté sa candidature pour cause de qualification insuffisante, il a rejeté l'une des chirurgiennes traumatologues les plus qualifiées des États-Unis, déclara le capitaine de la Marine. Sa voix était claire, nette, empreinte de l'autorité de quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi. Une chirurgienne qui a sauvé plus de vies au combat que la plupart des médecins civils n'en sauveront au cours de toute leur carrière. Le docteur Castellano se tourna vers Julie, le visage marqué à la fois par la stupéfaction et par quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Pourquoi avez-vous postulé comme infirmière? » Julie finit par parler, d'une voix calme mais ferme. « Parce que je voulais laisser cette vie derrière moi. Je voulais un travail normal dans un hôpital normal, où le pire auquel j'aurais à faire face serait la paperasse et les patients difficiles. Je ne voulais pas être le Dr. Larson, chirurgien de combat. Je voulais juste être Julie, l'infirmière qui se présente, fait son travail et rentre chez elle à la fin de la journée. Eh bien, ce n'est plus possible maintenant, dit Robert. Il ferma le dossier. À partir de maintenant, votre couverture civile est compromise. L'hôpital sait qui vous êtes, ce qui signifie que nous avons un problème. Quel genre de problème? Demanda Julie, même si elle connaissait déjà la réponse. Robert échangea un regard avec le capitaine de la Marine. Le genre de problème qui nous oblige à vous demander de rester exactement où vous êtes pendant les 72 prochaines heures, le temps de déterminer si votre exposition représente un risque pour la sécurité. Je ne suis plus en service actif, dit Julie d'une voix plus ferme. Je suis civil. Vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Non, nous ne pouvons pas, acquiesça le capitaine. Mais nous pouvons vous recommander vivement de coopérer, car si vous quittez cet hôpital maintenant, des questions se poseront. Des questions sur les raisons pour lesquelles une ancienne médecin de niveau 1 tente de travailler sous une fausse identité. Des questions sur ce que vous faites réellement à Miami. Julie serra les poings à ses côtés.
C'était exactement ce qu'elle essayait d'éviter. Au moment où son passé rattrapa son présent, tout s'écroula. Le docteur Castellano s'éclaircit la gorge nerveusement. Mademoiselle Larson, ou Dr. Larson, je pense qu'il y a eu un malentendu important. Si nous avions connu vos qualifications réelles, le processus d'entretien aurait été très différent. Vous voulez dire que le Dr. Cross ne m'aurait pas ri au nez, dit Julie, incapable de dissimuler l'amertume dans sa voix. Castellano grimaça. Le Dr. Cross n'était pas au courant de toute la situation. Mais je peux vous assurer que nous prenons toutes les candidatures au sérieux. Et épargnez-moi ça, dit Julie. J'ai entendu assez de discours d'entreprise pour aujourd'hui. Elle se tourna vers Robert Chen. Que voulez-vous de moi? Robert hésita puis dit, nous voulons que vous restiez à l'hôpital pendant les prochains jours, sauf pour un poste temporaire de consultante. Laissez-nous trouver comment gérer cette situation sans créer d'incidents de sécurité. Et si vous refusez, vous deviendrez une personne d'intérêt pour plusieurs agences fédérales, dit Robert sans détour. Et votre vie deviendra beaucoup plus compliquée, conclut Julie en fermant les yeux. Elle avait quitté l'armée précisément pour éviter ce genre de pression, ce genre de contrôle, mais elle avait été naïve de penser qu'elle pourrait vraiment s'en libérer. Une fois que vous étiez dans le système, celui-ci ne vous lâchait jamais vraiment. Très bien, dit-elle finalement. 72 heures, puis j'arrête. Le docteur Castellano eut l'air soulagé. Excellent, nous allons vous procurer des accréditations temporaires. Il fut interrompu par des coups pressants et urgents à la porte. Catherine ouvrit et découvrit une jeune infirmière, le visage pâle, la blouse tachée de sang. « Dr. Castellano, » dit l'infirmière, essoufflée, « nous avons une urgence. Un hélicoptère militaire vient d'atterrir sur le toit avec un opérateur gravement blessé. Le Dr. Cross demande que tout le personnel chirurgical disponible se rende immédiatement à la salle de traumatologie 1. » Le capitaine de la marine se raidit. Quel type d'opérateur? Un Navy SEAL? Répondit l'infirmière. Blessure par balle à la poitrine. Il désigne qu'il s'agit d'une munition expérimentale. Le Dr. Cross dit qu'il n'a jamais rien vu de tel. Robert Chen et le capitaine de la marine échangèrent un regard. Puis ils se tournèrent tous deux vers Julie. Dr. Larson, dit Robert doucement, je pense que vos 72 heures viennent de commencer. Julie suivit le capitaine de la marine dans le couloir à vive allure. Robert Chen la suivait de près. Le docteur Castellano aboyait des ordres dans son téléphone, essayant de mobiliser l'équipe d'intervention d'urgence de l'hôpital. Catherine Reynolds avait disparu, probablement pour gérer le chaos administratif qui allait s'abattre sur l'hôpital. Ils prirent l'ascenseur de service pour descendre au 2e étage, contournant les couloirs principaux. Julie pouvait entendre l'agitation avant même que les portes ne s'ouvrent. Les cris, les bips rapides des moniteurs, le bruit des bottes sur le linoléum. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent juste en face de la salle de traumatologie 1. La scène était un chaos contrôlé. 2 Navy SEALs en tenue de combat complète se tenaient juste devant les portes de la salle de traumatologie, leurs armes toujours en bandoulière sur la poitrine, le visage couvert de poussière et de sang séché. Ils ne regardaient pas le personnel médical qui se précipitait devant eux. Ils scrutaient le couloir, le plafond, les fenêtres, toujours en mode opérationnel, toujours à l'affût d'une menace. À travers les portes ouvertes de la salle de traumatologie, Julie pouvait voir le patient sur la table. Il était imposant, mesurant facilement 1 mètre, bâti comme un tank. Son gilet tactique avait été découpé, révélant un torse musclé couvert de tatouages et de sang. Il y avait tellement de sang. Il coulait sur la table, gouttait sur le sol, imprégnait les drops chirurgicaux que les infirmières essayaient frénétiquement de positionner. Le Dr. Marcus Cross se tenait à la tête de la table, le visage pâle, les mains suspendues inutilement au-dessus du patient. Autour de lui, une équipe de résidents et d'infirmières s'affairait avec une énergie frénétique, mais sans coordination. Tout le monde parlait en même temps. Personne ne contrôlait la situation. « Que quelqu'un m'apporte un kit de drainage thoracique !» cria Cross. « Et où est l'anesthésiste ?»« Le Dr. Patterson est en chirurgie, » répondit une infirmière. « Il ne pourra pas interrompre l'opération avant 20 minutes. »« 20 minutes? Ce patient n'a pas 20 minutes. » Julie se tenait dans l'embrasure de la porte, le corps rigide, chaque instinct lui criant de bouger, d'agir, de prendre le contrôle. Mais elle n'était pas censée être là. Elle ne faisait pas partie du personnel. Elle n'avait aucune autorité.
Le capitaine de la marine s'approcha d'elle. C'est le premier maître Jake Morrison. Son indicatif est Atlas. Il a reçu une balle dans la partie supérieure du thorax lors d'une opération d'extraction au Venezuela. La munition était expérimentale. Une sorte de balle à fragmentation avec une charge chimique. Nous l'avons stabilisé dans les hélicoptères, mais son état se détériore rapidement. Les yeux de Julie scrutèrent le corps du patient avec une efficacité acquise par l'expérience. Elle pouvait voir la blessure d'entrée en haut de la poitrine droite, juste en dessous de la clavicule, mais elle ne saignait pas comme une blessure par balle normale. Les bords de la plaie étaient noirs, nécrosés, et le sang lui-même avait une viscosité inhabituelle, presque gélatineuse. Un coagulant chimique, murmura Julie. La balle avait libéré un agent coagulant à l'impact. Le capitaine la regarda d'un air sévère. Vous avez déjà vu ça. Une fois, en Syrie, en 2021, des munitions de conception russe destinées à provoquer une thrombose rapide dans le trajet de la blessure. L'idée est d'empêcher la cible de se vider de son sang afin de pouvoir la capturer vivante. Julie serra les mâchoires. Cela rend également toute intervention chirurgicale presque impossible, car le caillot s'étend au tissu environnant. Si vous essayez de le retirer de manière conventionnelle, vous provoquez une hémorragie catastrophique. Dans la salle de traumatologie, le Dr. Cross essayait d'insérer une ligne centrale, mais ses mains tremblaient. Il rata 2 fois la veine sous-clavière. Il jura entre ses dents. Une des résidentes, une jeune femme aux cheveux roux, tentait d'intuber le patient, mais ses voies respiratoires étaient enflées à cause de l'exposition aux produits chimiques. « Je n'arrive pas à faire passer le tube au-delà des cordes vocales, dit la résidente, la panique envahissant sa voix. Sa trachée se referme. Alors faites un crochet, lança Cross. La résidente saisit alors un scalpel, les mains tremblantes. Elle positionna la lame sur la gorge du patient, mais elle hésita, la pointe du scalpel vacillant. Julie serra les poings. La résidente était sur le point de couper au mauvais endroit. Trop haut, trop latéralement. Si elle avait continué, elle aurait sectionné l'artère corrompue. Elle allait le tuer, dit Julie à voix basse. Robert Chen, debout de l'autre côté, posa une main sur son épaule. Tu n'es pas autorisé à intervenir. Si tu te dévoiles, il est fichu. Julie l'interrompit d'une voix dure. Il n'avait pas survécu au Venezuela pour mourir parce qu'une interne ne connaissait pas son anatomie. Elle entra dans la salle de traumatologie. Personne ne la remarqua au début. Ils étaient trop concentrés sur l'homme mourant devant eux. Elle contourna la table jusqu'à se retrouver juste en face du Dr. Cross. « Arrêtez, dit Julie. La résidente se figea. Le scalpel était toujours suspendu au-dessus de la gorge du phoque. Tout le monde se tourna vers Julie. La femme en civil, sans badge, sans accréditation, sans autorité. Le visage du Dr. Cross devint rouge. « Qu'est-ce que vous faites ici? » « Sécurité. » « Cette interne est sur le point de sectionner l'artère carotide, dit Julie en l'ignorant. Si elle pratique cette incision, votre patient mourra dans 90 secondes. Cross regarda l'interne, puis Julie. « Qui êtes-vous pour le Dr. Julie Larson? » demanda le capitaine de la marine depuis l'embrasure de la porte. Chirurgienne traumatologue, ancienne médecin militaire à Cossack, et actuellement la seule personne dans cette pièce à avoir déjà vu ce type de blessure. Le service des urgences est devenu silencieux, à l'exception du bip frénétique des moniteurs. La tension artérielle du soldat baissait, passant de 86,50 à 70,40. Sa saturation en oxygène chutait. Le Dr. Cross fixait Julie, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. « Vous êtes médecin. Je suis chirurgienne, corrigea Julie. Elle regarda l'interne, reculée. « Laissez-moi voir les voies respiratoires. » L'interne hésita, cherchant le regard du Dr. Cross pour obtenir sa permission. Cross semblait vouloir discuter, mais les chiffres sur le moniteur prirent la décision à sa place. « Faites-le, dit-il d'une voix rauque. Julie se mit en position. Elle prit le laryngoscope des mains tremblantes de l'interne et examina les voies respiratoires du patient, confirmant ses soupçons. Un œdème massif dû à l'exposition aux produits chimiques, les cordes vocales à peine visibles à travers le gonflement. « Scalpel, dit Julie calmement. Lame numéro 11. Une infirmière le lui tendit. Julie palpa le cou du patient. Elle trouva la membrane cricoïde au toucher plutôt qu'à la vue. Elle pratiqua une seule incision horizontale, précise et contrôlée.
Du sang jaillit, mais pas le jet artériel qui aurait suivi si la résidente avait incisé à l'endroit prévu. Julie inséra un crochet trachéal, écarta l'incision et glissa un tube endotrachéal de 6 mm dans l'ouverture. Elle connecta le masque à valve et pressa. La poitrine du patient se souleva. « Les voies respiratoires sont dégagées, » dit Julie. « Que quelqu'un le ventile à raison de 15 respirations par minute. » Une infirmière prit le relais. Julie reporta son attention sur la blessure à la poitrine. Elle enfila une paire de gants stériles et sonda la plaie d'entrée avec son doigt. Le tissu était dur, calcifié par le coagulant chimique. Essayer de le débrider avec des instruments chirurgicaux standards reviendrait à essayer de couper du béton. « J'ai besoin d'ultrasons à haute fréquence, » dit Julie, « et d'une solution d'héparine et d'activateur tissulaire du plasminogène. Mélangez-les à parts égales et apportez-moi une aiguille angiographique de calibre 20. » Le Dr. Cross retrouva enfin la parole. « Que faites-vous? »« Une thrombolyse chimique, » répondit Julie sans lever les yeux. « Je vais dissoudre le caillot de l'intérieur à l'aide d'une injection enzymatique ciblée. C'est le seul moyen d'extraire la balle sans provoquer d'hémorragie mortelle. Ce n'est pas une procédure standard. »« Non, admit Julie, c'est une procédure de guerre. Nous l'avons mise au point en Syrie spécialement pour ce type de munitions. » Elle prit la seringue des mains de l'infirmière et inséra délicatement l'aiguille dans la plaie. En suivant la trajectoire de la balle à l'aide d'une échographie, elle injecta lentement la solution. Elle regarda l'écran tandis que la masse noire de sang coagulé commençait à se dissoudre. « La pression augmente, » signala l'une des infirmières. 90 sur 60. Julie retira l'aiguille et introduisit une longue pince dans la plaie. Elle sentit la balle, un petit morceau de métal dentelé enfoncé dans la paroi thoracique. Elle la saisit délicatement et tira. Elle sortit proprement, suivie d'un jet de sang noir que l'aspiration captura immédiatement. « La balle est sortie, » dit Julie. Elle tamponna la plaie avec des compresses et appliqua une pression. « Que quelqu'un m'apporte un drain thoracique et un kit de chirurgie vasculaire. Je dois vérifier s'il y a des lésions artérielles pendant les 30 prochaines minutes. » Julie travailla avec l'intensité concentrée d'un chirurgien qui avait opéré dans des conditions bien pires que cette salle de traumatologie stérile et bien éclairée. Elle répara une petite lacération de l'artère sous-clavière, inséra un drain thoracique pour drainer l'hémothorax et débrida les tissus nécrosés autour de la plaie d'entrée. Le Dr. Cross se tenait à côté d'elle, silencieux, lui tendant parfois les instruments qu'elle lui demandait. Une fois l'opération terminée, les signes vitaux du phoque s'étaient stabilisés. Sa tension artérielle se maintenait à 110/70. Sa saturation en oxygène était de 88%. Il était en vie. Julie s'éloigna de la table et retira ses gants. Ses mains étaient couvertes de sang. Sa blouse empruntée était trempée et elle était épuisée. Mais le phoque respirait. C'était tout ce qui comptait. Le Dr. Cross la regardait comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « C'est parce que je ne vous ai jamais vu, » l'interrompit Julie. « Emmenez-le en soins intensifs, surveillez la coagulation secondaire et surveillez sa fonction rénale. Le produit chimique contenu dans cette cartouche peut provoquer une insuffisance rénale aiguë s'il n'est pas éliminé de son organisme. » Elle se retourna et quitta la salle de traumatologie sans attendre de réponse. Les deux phoques dans le couloir se redressèrent à son approche. Le plus grand, un homme à la barbe rousse et aux yeux bleus intenses, s'avança. « Vous l'avez sauvé, » dit-il. Sa voix était rauque, grave. « Atlas est en vie grâce à vous. » Julie acquiesça d'un signe de tête. « Il est stable, mais il doit être surveillé de près pendant les prochaines 48 heures. » Le soldat la regarda longuement, scrutant son visage. Puis il dit quelque chose qui glaça le sang de Julie. « Je vous connais. » Julie se figea. Le soldat à la barbe rousse s'approcha, plissant les yeux pour mieux étudier son visage. Il était imposant, mesurant facilement 1,85 mètres et pesant 113 kilos de muscles et d'équipement tactique. Son nom était inscrit sur son badge, Hansen. Sa poitrine était couverte de patchs et d'insignes qui racontaient l'histoire d'une carrière passée dans les pires endroits du monde. « Afghanistan, » dit lentement Hansen. « Province de Helmand, 2022. Un membre de notre équipe a été blessé lors d'un raid. Un engin explosif improvisé lui a arraché la jambe au niveau de la hanche. Nous avons appelé une évacuation médicale, mais la zone d'atterrissage était trop dangereuse. Ils ont envoyé un chirurgien à la place. Il pencha la tête. Une femme de 1,63 m, blonde aux yeux gris.
Elle a été parachutée d'un Black Hawk sous le feu ennemi. Elle a pratiqué une amputation sur le terrain à l'arrière d'un MAP et a maintenu notre frère en vie pendant 6 heures jusqu'à ce que nous puissions l'évacuer. L'expression de Julie ne changea pas, mais son cœur battait à tout rompre. Vous vous trompez. Ah bon? Hansen a fait un pas en avant, car ce chirurgien avait la même cicatrice que toi. Juste au-dessus du sourcil gauche, je me souviens d'avoir pensé que cela lui donnait un air dur, comme si elle avait traversé l'enfer et en était sortie victorieuse. L'autre Navy SEAL, plus jeune, aux cheveux foncés et au visage rasé de près, regarda entre eux. « Hansen, de quoi parlez-vous? »« Je parle de Valkyrie, » dit Hansen, sans quitter Julie des yeux. C'est ainsi que nous l'appelions, l'ange de la mort qui avait ramené nos garçons du bord du gouffre. Julie sentit les murs se refermer sur elle. Cela n'était pas censé arriver. Elle était censée être invisible, anonyme, juste une civile parmi d'autres essayant de mener une vie tranquille. Mais le passé ne restait jamais enfoui. Il finissait toujours par refaire surface. « Je m'appelle Julie Larson, dit-elle d'un ton neutre. Je suis consultante civile. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » Hansen ouvrit la bouche pour protester, mais le capitaine de la marine s'interposa entre eux. « Petit officer Hansen, retirez-vous. Cette conversation est terminée. » Hansen regarda le capitaine, le reconnaissant soudain. Il se mit au garde-à-vous. « Capitaine Mitchell, je ne savais pas que vous étiez là. »« Madame, à votre aise, » dit le capitaine Mitchell. Elle jeta un coup d'œil à Julie, puis revint vers Hansen. « Le Dr. Larson travaille avec nous sur un projet classifié. Son identité et ses antécédents sont confidentiels. Vous comprenez? » Hansen serra les mâchoires, mais acquiesça. « Oui, madame, bien. Votre coéquipier est stable et va être transféré aux soins intensifs. Je vous suggère de vous concentrer sur son rétablissement et de nous laisser nous occuper du reste. » Hansen hésita, puis recula, mais avant de s'éloigner, il regarda Julie une dernière fois. « Qui que vous soyez, madame, merci. La famille d'Atlas, vous lui avez sauvé la vie. Cela compte beaucoup pour nous. » Julie acquiesça d'un signe de tête, incapable de parler. Hansen et l'autre SEAL se retournèrent et se dirigèrent vers les ascenseurs, leurs bottes résonnant sur le sol ciré. Une fois qu'ils furent partis, Julie expira, réalisant qu'elle retenait son souffle. Le capitaine Mitchell se tourna vers elle, le visage impassible. « On l'a échappé belle, » dit Mitchell doucement. « Trop belle, » pensa Julie. Elle baissa les yeux vers ses mains tachées de sang. « Je dois me laver les mains. Vous devez venir avec moi, » corrigea Mitchell. « Nous avons un problème. » L'instinct de Julie se réveilla. Quel genre de problème? Mitchell baissa la voix. « La balle que vous avez retirée d'Atlas, ce n'est pas seulement un prototype. C'est une technologie classifiée qui a été volée dans un centre de recherche du ministère de la Défense il y a 3 semaines. Le fait qu'elle se soit retrouvée au Venezuela signifie que quelqu'un vend nos propres armes à nos ennemis. Et celui qui a fait cela savait que nous amènerions Atlas ici. » Julie sentit le poids glacial de la compréhension s'abattre sur elle. Cet hôpital était la cible, pas l'hôpital, dit Mitchell. Vous. Avant que Julie n'ait pu répondre, le docteur Castiano apparut, le visage rouge et en sueur. Derrière lui se trouvaient 2 autres hommes en costume sombre. Pas du Pentagone, pas de la DIA. Ces hommes avaient l'air d'agents de sécurité privée, coûteux et dangereux. « Dr. Larson, » dit Castellano, la voix légèrement tremblante. « Nous devons parler maintenant. » Mitchell s'avança pour la protéger. « Dr. Castellano, ce n'est pas le moment. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, c'est exactement le moment. » Les yeux de Castellano étaient écarquillés, presque maniaques, car il y a 10 minutes, j'ai reçu un appel téléphonique de notre conseil d'administration. Ils ont été informés des qualifications du Dr. Larson et ils ont des questions urgentes. « Les questions peuvent attendre, » dit Mitchell fermement. « Non, elles ne peuvent pas. » L'un des hommes dans le costume prit la parole. Il était plus âgé, peut-être 60 ans, avec des cheveux argentés et le genre de confiance qui vient de décennies d'obéissance. « Je m'appelle Richard Blackwell. Je suis le président du conseil d'administration de l'hôpital. Dr. Larson, j'ai besoin que vous veniez avec moi immédiatement. » Julie regarda Mitchell et Blackwell. « Je ne vais nulle part tant que quelqu'un ne m'explique pas ce qui se passe. » L'expression de Blackwell se durcit. « Ce qui se passe, Dr. Larson, c'est que nous venons de découvrir que nous avons rejeté l'une des chirurgiennes traumatologues les plus qualifiées du pays pour un poste pour lequel elle était surqualifiée. Ce qui se passe, c'est que le Dr. Marcus Cross, notre chef du service des urgences,
vient de vous humilier devant nos cadres supérieurs. Et ce qui se passe, c'est que nous avons maintenant dans notre unité de soins intensifs un Navy SEAL qui serait mort si vous n'étiez pas intervenu. Il fit un pas vers elle. Voici ce qui va se passer. Vous allez vous rendre dans le level du conseil d'administration. Vous allez vous asseoir que nous allons avoir une conversation très franche au sujet de votre avenir dans cet hôpital. Les yeux de Julie se plissèrent. Je vous ai déjà dit que j'avais postulé pour être infirmière. Je voulais un travail simple. Ce n'est plus une option, l'interrompit Blackwell. Votre couverture a été compromise. Tout l'hôpital sait qui vous êtes maintenant. La moitié du personnel vous a vu pratiquer une intervention chirurgicale de guerre qu'aucun de nos médecins n'avait jamais vue auparavant. Vous ne pouvez plus redevenir anonyme. Il fit un geste vers l'ascenseur. Vous avez donc deux choix. Vous pouvez partir d'ici immédiatement et essayer de disparaître à nouveau, ou vous pouvez monter à l'étage et nous laisser vous faire une offre qui pourrait valoir la peine. Julie regarda le capitaine Mitchell, qui acquiesça légèrement. Quoi qu'il arrive, Mitchell pensait que Julie devait les écouter. « D'accord, dit Julie, mais je ne vous promets rien. Je ne m'attendais pas à ce que vous le fassiez, dit Blackwell. Il se dirigea vers l'ascenseur, les deux agences de sécurité suivant Julie et Mitchell. Alors qu'il montait au dernier étage, Julie aperçut son reflet dans les portes en laiton poli. Elle avait l'air de sortir d'un champ de bataille, les vêtements tachés de sang, les cheveux défaits, le visage marqué par l'épuisement. Elle ressemblait exactement à la personne qu'elle essayait de fuir. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à l'étage de la direction. Blackwell les conduisit dans un couloir bordé de peintures à l'huile et de fleurs fraîches, contrastant fortement avec le chaos de la salle de traumatologie. Il ouvrit la porte d'une immense salle de conférence avec des baies vitrées donnant sur la ville. À l'intérieur, 7 personnes attendaient. Julie reconnut le docteur Castellaniano et Catherine Reynolds. Les autres étaient des inconnus, des hommes et des femmes en costumes coûteux, dont les expressions allaient de la curiosité à l'hostilité pure et simple. Et assis à l'autre bout de la table, paraissant plus petit et plus pâle qu'une heure auparavant, se trouvait le Dr. Marcus Cross. Blackwell désigna une chaise vide à la tête de la table. « Je vous en prie, Dr. Larson, asseyez-vous. » Julie resta debout. « Je préfère d'abord entendre ce que vous avez à dire. » Blackwell sourit, un sourire fin et calculateur. « Très bien, Dr. Larson. Il y a une heure, ce conseil a pris une décision. Nous vous offrons le poste de directeur de la chirurgie traumatologique au Miami General Hospital, avec pleine autorité sur le service de traumatologie, des privilèges d'embauche et de licenciement, un salaire compétitif et une autonomie totale dans la gestion de votre équipe. La salle devint silencieuse. Julie le fixa, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Le docteur Cross avait l'air d'avoir reçu une gifle. « Richard, vous n'êtes pas sérieux. Elle n'a même pas de privilèges hospitaliers actifs. Elle a quitté la médecine civile depuis 7 ans, a conclu Blackwell. Pendant cette période, elle a réalisé des interventions chirurgicales plus complexes dans des conditions plus extrêmes que celles auxquelles quiconque dans cette salle sera jamais confronté. J'ai lu son dossier, Marcus, dans son intégralité. Les parties qui ne sont pas classifiées sont déjà impressionnantes. Les parties qui le sont encore plus. Il secoua la tête. Disons simplement que nous aurions de la chance de l'avoir parmi nous. Le visage de Cross était désormais rouge. C'est de la folie. Elle a menti dans sa candidature. Elle s'est présentée sous un faux jour. On ne peut pas simplement... On peut, dit froidement Catherine Reynolds. Et on le fera, car dans environ 2 heures, la presse va découvrir qu'un Navy SEAL a été soigné dans cet hôpital après une opération classifiée. Ils voudront savoir qui lui a sauvé la vie. Et quand ils découvriront que c'est un chirurgien de combat travaillant ici, le Miami General fera la une des journaux. Elle regarda Julie. Nous pouvons soit contrôler cette histoire en vous intégrant à notre équipe, soit de la laisser échapper à tout contrôle et passer les 6 prochains mois à limiter les dégâts. Julie secoua lentement la tête. Donc, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de relations publiques. C'est les deux. Blackwell dit, « Vous êtes exactement ce dont cet hôpital a besoin. Un chirurgien ayant une expérience du combat est capable de traiter les types de traumatismes auxquels notre personnel civil n'est pas préparé. Mais oui, l'image est également importante. Vous avoir parmi notre personnel nous donne bonne figure. » Julie sentit une vague de colère monter en elle. « Je ne suis pas intéressé par le fait d'être votre coup de pub. Alors ne l'êtes pas. » Blackwell dit, «
Soyez notre directrice de la chirurgie traumatologique. Faites réellement le travail. Formez notre personnel. Sauvez des vies. Et si les médias adorent cette histoire, ce sera un bonus. Julie regarda autour de la table. La plupart des membres du conseil d'administration acquiesçaient, clairement d'accord avec le plan de Blackwell. Le Dr. Cross avait l'air furieux. Catherine Reynolds semblait calculatrice, et le capitaine Mitchell, debout près de la porte, avait une expression que Julie ne parvenait pas à déchiffrer. « Je dois y réfléchir », dit finalement Julie. « Vous avez 24 heures », dit Blackwell. « Après cela, l'offre expirera. » Julie se retourna et quitta la salle de conférence sans un mot. Julie sortit de l'hôpital et ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint sa voiture. Elle s'assit au volant, les mains agrippées au volant, le regard perdu dans le vide. Elle avait 24 heures pour décider si elle voulait redevenir la personne qu'elle avait passé 7 ans à essayer d'oublier. Son téléphone vibra. L'application sécurisée. « Message, vous avez bien travaillé. Le saut vivra. » Julie répondit par écrit. « J'en ai fini. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, ne comptez pas sur moi. » Message. Ce n'est pas un jeu. Les munitions qui ont blessé Atlas ont été volées à Fort Detrick. Quelqu'un au sein de l'armée vend des armes à des acteurs hostiles. Nous avons besoin que vous restiez à l'hôpital. Julie sentit son sang se glacer. Pourquoi? Message. Parce que la personne qui a vendu ses armes sait qu'Atlas a survécu. Elle sait qu'il a été transporté au Miami General et qu'il peut l'identifier. Tu dois le maintenir en vie assez longtemps pour que nous puissions l'extraire. Je ne suis plus une opératrice, tapait Julie furieusement. Envoie quelqu'un d'autre. Message. Il n'y a personne d'autre. Tu es déjà en position. Tu as accès. Et plus important encore, les Navy SEALs te font confiance. Hansen t'a reconnu. C'est un atout que nous ne pouvons pas remplacer. Julie jeta le téléphone sur le siège passager. Elle démarra la voiture, prête à s'éloigner de tout cela. L'hôpital, l'offre, le laissez-passer qui refusait de rester enfoui. Mais alors qu'elle passait la marche arrière, elle vit un mouvement dans son rétroviseur. Le Dr. Marcus Cross se tenait derrière sa voiture, lui bloquant la sortie. Il semblait plus petit que dans la salle de conférence, sa blouse blanche froissée, son arrogance habituelle disparue. Julie baissa sa vitre. « Pousse-toi. Je dois te parler, » dit Cross. « Je ne veux rien entendre. »« S'il te plaît. » Le mot sortit étouffé, comme si le prononcer lui faisait physiquement mal. « Donne-moi juste 2 minutes. » Julie soupira et coupa le moteur. Elle sortit de la voiture, croisant les bras. 2 minutes. Cross passa une main dans ses cheveux. Il avait l'air épuisé. « Je me suis trompé à ton sujet à propos de tout ce que j'ai dit lors de cette réunion. Sans blague. Je t'ai humilié devant tout mon personnel. Je t'ai traité d'incompétent. J'ai jeté ta candidature à la poubelle. » La voix de Cross se brisa légèrement. « Et puis, je t'ai vu réaliser une intervention chirurgicale dont je n'avais jamais entendu parler. Tu as sauvé la vie d'un homme pendant que je restais là, comme un étudiant en médecine inutile. » L'expression de Julie ne s'adoucit pas. « Où veux-tu en venir? Le but, c'est que je suis désolé. » Cross la regarda dans les yeux. « Je vous ai jugé sur la base d'un CV sans rien savoir de qui vous êtes vraiment. J'ai laissé mon ego et mes préjugés m'aveugler. Et je vous demande, je vous supplie d'accepter le poste qu'ils vous ont proposé. » Julie rit amèrement. « Pourquoi? Pour que vous puissiez rendre compte à la femme que vous avez qualifiée d'incompétente. »« Oui, » répondit simplement Cross. « Parce que vous êtes une meilleure chirurgienne que je ne le serai jamais. Et cet hôpital a plus besoin de vous que de ma fierté. » Julie l'observa longuement. Ce n'était plus le médecin arrogant de la salle de conférence. C'était un homme qui avait été contraint de faire face à ses propres insuffisances et qui n'aimait pas ce qu'il voyait. « Je n'ai pas encore pris ma décision, » dit finalement Julie. Cross acquiesça. « Je comprends. Mais quelle que soit votre décision, je pensais ce que j'ai dit. Je suis désolé. » Il se retourna et repartit vers l'hôpital. Julie le regarda s'éloigner, puis remonta dans sa voiture. Elle ne démarra pas le moteur. Elle resta assise là à réfléchir. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas l'application sécurisée. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Nous savons qui vous êtes, Valkyrie. Nous savons ce dont tu es capable. Éloigne-toi du seau où tout le monde dans cet hôpital mourra. » Julie serra le volant entre ses mains. Il ne s'agissait plus seulement d'Atlas. C'était une menace directe. Celui qui avait vendu ses armes savait qu'elle était là et était prêt à tuer des innocents pour protéger son secret.
Elle leva les yeux vers l'hôpital. 20 étages de verre et d'acier remplis de patients qui n'avaient aucune idée du danger qui les guettait. Quelque part là-haut, Atlas luttait pour sa vie dans l'unité de soins intensifs. Et quelque part dehors, un traître planifiait sa prochaine action. Julie sortit son téléphone et tapa un message à son contact au Pentagone. « J'accepte, mais je fais ça à ma façon. » La réponse fut immédiate. « Compris. Bon retour, Valkyrie. » Julie démarra la voiture et quitta le parking. Elle avait 24 heures avant de devoir donner sa réponse au conseil d'administration. Elle allait utiliser ce temps pour comprendre exactement dans quoi elle s'embarquait. Le lendemain matin, Julie entra dans l'hôpital général de Miami, vêtue d'une blouse empruntée et d'un badge temporaire sur lequel était inscrit « Dr. Julie Larson, chirurgienne traumatologue ». Les halls d'entrée bruissaient déjà de rumeurs. Elle entendait des chuchotements en passant. C'est elle, la médecin militaire. Elle a sauvé la vie de ce soldat. Elle les ignora et se dirigea directement vers l'unité de soins intensifs au 4e étage. 2 gardes armés se tenaient devant la chambre d'Atlas. Ce n'étaient pas des agences de sécurité de l'hôpital, mais de véritables opérateurs. Ils portaient des vêtements civils. Mais Julie reconnut les signes révélateurs. La légère bosse des armes dissimulées, l'observation constante de leur environnement, la façon dont ils se positionnaient pour avoir une vue dégagée sur les 2 couloirs. L'un d'eux s'avança lorsqu'elle approcha. Papier. Julie montra son badge. Le garde le scanna avec un appareil portable, puis acquiesça. « Vous pouvez entrer. » Hansen est avec lui. Julie poussa la porte. La pièce était sombre. Les stories étaient baissées pour protéger de la lumière éclatante du soleil de Miami. Atlas était toujours intubé, relié à une douzaine de moniteurs et de perfusions. Son corps massif semblait presque fragile dans le lit d'hôpital. Ses bras tatoués étaient immobiles à ses côtés. Hansen était assis sur une chaise à côté du lit, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Il leva les yeux lorsque Julie entra, et elle vit l'épuisement gravé sur son visage. « Comment va-t-il » demanda Julie à voix basse. « Stable » répondit Hansen, « grâce à vous. » Il se leva, la dominant de toute sa hauteur. « Je pensais ce que j'ai dit hier. Je sais qui vous êtes. Province de Hellman, 222. Vous avez sauvé la vie de mon coéquipier. » Cette fois, Julie ne le nia pas. Cela n'avait aucun sens. Comment s'appelait-il? Rodriguez, Danny Rodriguez. Vous lui avez amputé la jambe à l'arrière d'un Mappy alors que nous étions pris sous le feu de 3 directions différentes. Vous l'avez maintenu en vie pendant 6 heures jusqu'à ce que nous puissions l'emmener à l'hôpital de campagne. La voix de Hansen était rauque d'émotion. Il est en vie aujourd'hui grâce à vous. Il est marié maintenant, il a un enfant. Il peut voir sa fille grandir parce que vous vous êtes précipité dans l'enfer pour le sauver. Julie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Je suis contente qu'il s'en soit sorti. Nous le sommes tous. Hansen regarda Atlas. C'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons. Nous veillons les uns sur les autres. Personne n'est laissé pour compte. Et vous, vous faites partie de cela, que vous portiez encore l'uniforme ou non. Julie s'approcha du lit et vérifia les signes vitaux d'Atlas sur le moniteur. Son rythme cardiaque était stable, sa tension artérielle bonne, sa saturation en oxygène à 97%. S'est-il réveillé? Brièvement, vers 4 heures. Il était confus, agité. Les infirmières l'ont de nouveau mis sous sédatif. Hansen croisa les bras. « Docteur, j'ai besoin de vous poser une question. Cette balle que vous avez retirée, l'avez-vous déjà vue auparavant? » Julie hésita, puis acquiesça. « En Syrie, des munitions expérimentales russes conçues pour neutraliser plutôt que tuer. Elles sont destinées à la capture de cibles de grande valeur. » Hansen serra les mâchoires. « Quelqu'un voulait d'Atlas vivant pour l'interroger, » confirma Julie. « Ce qui signifie que celui qui lui a tiré dessus sait qu'il détient des informations qui l'intéressent. »« Le trafiquant d'armes, » dit Hansen. Atlas était en mission secrète au Venezuela pour traquer un réseau d'armes au marché noir. Ils s'étaient rapprochés. Trop rapprochés. Ils l'ont forcé à organiser l'embuscade. Il regarda Julie. Il est le seul à pouvoir identifier le principal responsable. S'il meurt, toute l'opération meurt avec lui. Julie réfléchissait déjà aux implications. Donc, ceux qui lui ont tiré dessus vont réessayer. Ils ne peuvent pas le laisser parler. C'est pourquoi nous avons des gardes à la porte. C'est pourquoi le capitaine Mitchell coordonne avec la DIA. Et c'est pourquoi Hansen fait une pause, choisissant ses mots avec soin.
C'est pourquoi nous avons besoin que vous restiez près de lui. Nous vous faisons confiance. Nous savons que vous le garderez en vie. Avant que Julie puisse répondre, son téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro interne de l'hôpital. Dr. Larson, veuillez vous présenter immédiatement à la salle de conférence exécutive. Air Blackwell, Julie regarda Hanson. Je dois y aller, mais je reviendrai le voir cet après-midi. Merci, madame. Julie quitta l'unité de soins intensifs et prit l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif. Lorsqu'elle entra dans la salle de conférence, elle trouva tout le conseil réuni à nouveau. Mais cette fois, il y avait une personne supplémentaire, le Dr. Marcus Cross, debout sur le côté, les bras croisés en signe de défense. Richard Blackwell se tenait en tête de table. « Dr. Larson, merci d'être venu. Avez-vous pris une décision concernant notre offre? » Julie regarda autour d'elle. Elle pensa à Atlas qui luttait pour sa vie à l'étage. Elle pensa à la menace qu'elle avait reçue. Elle pensa aux traîtres qui vendaient des armes à des ennemis qui les utiliseraient pour tuer des soldats américains. Et elle pensa à l'étudiante en médecine idéaliste et effrayée qu'elle avait été autrefois. Celle qui s'était engagée dans l'armée parce qu'elle voulait sauver des vies et non parce qu'elle recherchait la gloire ou de la reconnaissance. « J'ai des conditions, » dit Julie. Blackwell sourit. « Je vous écoute. Premièrement, j'ai une autonomie totale sur le service de traumatologie. J'embauche, je licencie, je fixe les protocoles. Aucune ingérence de la part de l'administration. D'accord. Deuxièmement, j'ai besoin d'une habilitation de sécurité pour accéder aux informations classifiées relatives aux patients ayant un passé militaire, et j'ai besoin que l'hôpital coopère pleinement avec les agences fédérales lorsque cela est nécessaire. Blackwell jeta un coup d'œil à Catherine Reynolds qui acquiesça. Nous pouvons nous en occuper. Troisièmement, Julie regarda directement le Dr. Cross. Le Dr. Cross reste chef du service des urgences, mais il me rend compte de tous les cas de traumatisme, et si je donne un ordre dans la salle de traumatologie, il le suit. Sans poser de questions, sans ego, sans hésitation. La salle est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers Cross. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée. Mais après un long moment, il a acquiescé avec raideur. D'accord, Julie s'est retournée vers Blackwell. Alors j'accepte. Le premier jour de Julie en tant que directrice de la chirurgie traumatologique au Miami General Hospital a commencé à 6h08 par une réunion de tout le service dans la salle de conférence principale. Tous les chirurgiens traumatologues, tous les médecins urgentistes, tous les résidents et toutes les infirmières travaillant dans médecine d'urgence devaient y assister. La salle était bondée, il n'y avait plus de place assise, avec plus de 60 professionnels de santé entassés dans un espace conçu pour 40 personnes. Julie se tenait à l'avant de la salle, vêtue d'une blouse propre, ses cheveux blonds foncés tirés en arrière, en un chignon serré. Son badge d'identité temporaire avait été remplacé par un badge permanent sur lequel était inscrit « Dr. Julie Larson, MD Fax, directrice de la chirurgie traumatologique ». Elle semblait petite à côté de l'écran de projection, surtout comparée à certains des chirurgiens seniors assis au premier rang. Le Dr. Marcus Cross était assis au deuxième rang, l'air soigneusement neutre. Le Dr. Patricia Nagwan, qui avait souri narquoisement pendant l'entretien de Julie, était assise à côté de lui, les bras croisés d'un air sceptique. Les chuchotements avaient déjà commencé. Elle n'a pas l'air d'une directrice. Quel âge a-t-elle? 30 ans. J'ai entendu dire qu'elle n'avait pas exercé la médecine civile depuis des années. Julie attendit que la salle se calme. Comme cela ne se produisait pas, elle se mit simplement à parler, d'une voix calme, mais avec une autorité qui tranchait les bavardages comme un scalpel. « Je m'appelle Dr. Julie Larson. Certains d'entre vous me connaissent comme la femme qui a été refusée pour un poste d'infirmière il y a 72 heures. D'autres me connaissent comme la chirurgienne qui a sauvé la vie du quartier maître Morrison hier. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas du tout. Alors permettez-moi de me présenter correctement. » Elle appuya sur la télécommande et l'écran de projection s'alluma derrière elle. La première diapositive montrait sa photo d'identité militaire. Plus jeune, plus sévère, vêtue d'un uniforme bleu marine avec l'insigne de lieutenant-commandant sur les épaules. J'ai obtenu mon diplôme à l'Uniformed Services University en 2016. J'ai effectué mon internat en chirurgie à Walter Reed, puis j'ai suivi une formation en chirurgie traumatologique de combat. J'ai servi pendant 7 ans en tant que médecin de niveau 1 rattaché au commandement des opérations spéciales interarmées. Pendant cette période, j'ai été déployé en Irak,
en Afghanistan, en Syrie, au Yémen et dans plusieurs autres endroits qui sont restés secrets. La salle était devenue complètement silencieuse. Julie passa à la diapositive suivante. Une photo d'une salle d'opération improvisée à l'intérieur d'une base avancée, des bâches tachées de sang suspendues au plafond, un patient sur une civière entouré d'opérateurs armés. J'ai pratiqué plus de 300 interventions chirurgicales de combat sous les tirs. J'ai opéré à l'arrière d'hélicoptères, dans des tentes dans le désert, dans des bâtiments bombardés et une fois, dans un réseau de grottes à 20 mètres sous terre. J'ai traité des blessures que la plupart d'entre vous n'ont vues que dans les manuels. Traumatismes dus à des explosions, exposition à des produits chimiques, armes expérimentales, accidents causant de nombreuses victimes dans des environnements difficiles. Elle cliqua à nouveau. La diapositive suivante montrait une liste d'interventions. Thoracotomie latérale, contrôle des dommages, réanimation, contrôle des hémorragies jonctionnelles, amputation sur le terrain, neurochirurgie d'urgence. Je ne suis pas venu ici pour vous impressionner avec mon CV. Je suis venu ici parce que je voulais une vie normale. Je voulais exercer la médecine dans un hôpital propre et sûr, où le plus grand défi était les formalités administratives liées à l'assurance. Julie fit une pause, ses yeux gris-bleu balayant la pièce. Mais hier m'a rappelé qu'il n'existe pas d'hôpital sûr. Les traumatismes se moquent de votre zone de confort. Ils se moquent de votre formation ou de votre ego. Ils se soucient uniquement de savoir si vous pouvez sauver le patient qui se trouve devant vous. Le Dr Nagian leva la main. Avec tout le respect que je vous dois, Dr Larson, la médecine de combat est très différente de la traumatologie civile. Les protocoles, les ressources, les populations de patients, tout cela n'est pas comparable. Vous avez tout à fait raison, dit Julie. Au combat, je n'avais pas de scanner, ni de banque de sang, ni d'équipe chirurgicale complète. Je n'avais que ce que je pouvais transporter dans un sac à dos et ce que je pouvais improviser à partir de l'environnement. Donc, oui, les traumatismes civils devraient être plus faciles à traiter. Vous disposez de tous les avantages dont je n'ai jamais bénéficié. La question est, utilisez-vous ces avantages efficacement? Elle passa à la diapositive suivante. Une analyse des résultats du Miami General en matière de traumatologie au cours de l'année écoulée, les taux de mortalité, les taux de complications, le délai moyen d'intervention. Les chiffres étaient bons, mais pas excellents. Cet hôpital affiche un taux de survie de 92% pour les traumatismes pénétrants. C'est supérieur à la moyenne nationale. Vous pouvez en être fier. Mais cela signifie également que 8 patients sur 100 qui franchissent vos portes ne survivent pas. Certains de ces décès sont inévitables, mais d'autres, dit Julie d'une voix plus dure, sont le résultat d'hésitation, d'une formation inadéquate ou du non-respect de protocoles éprouvés. Le Dr Cross se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Il savait exactement à quel cas elle faisait référence. À partir d'aujourd'hui, nous mettons en place de nouveaux protocoles de traumatologie basés sur les principes militaires de réanimation et de contrôle des dommages. Nous mettons également en place une formation obligatoire par simulation pour tout le personnel chargé des traumatismes, les résidents, les médecins traitants, les infirmières, tout le monde. Si vous travaillez dans mon service, vous serez préparé au pire jour de votre carrière, car lorsque ce jour viendra, je dois savoir que vous ne resterez pas figé. Un jeune résident au fond de la salle leva la main. Dr Larson, comment savons-nous que ces protocoles militaires fonctionneront dans un contexte civil? Parce que je les ai déjà utilisés ici, répondit Julie. Le quartier-maître Morrison serait mort si j'avais suivi les protocoles civils standards. La munition expérimentale dans sa poitrine nécessitait une procédure qui n'existe dans aucun manuel civil de traumatologie, mais qui existe dans le manuel militaire que j'ai contribué à rédiger et qui lui a sauvé la vie. Elle a cliqué sur la dernière diapositive. Une seule phrase, s'adapter ou mourir, ce n'est pas une menace. C'est une réalité. La médecine évolue, les menaces évoluent. Si vous n'apprenez pas constamment, si vous ne vous améliorez pas constamment, vous prenez du retard. Et dans ce métier, prendre du retard signifie que des gens meurent. Julie posa la télécommande. Je ne m'attends pas à ce que vous m'aimiez. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec tout ce que je fais, mais je m'attends à ce que vous me fassiez confiance,
à ce que vous suiviez mes protocoles sans poser de questions lorsque nous sommes dans une salle de traumatologie. Si vous n'êtes pas capable de le faire, la porte est là. Personne ne bougea. Bien, dit Julie. Maintenant, mettons-nous au travail. Le reste de la journée s'écoula dans un tourbillon de réunions administratives, de visites des services et de présentations. Julie rencontra les infirmières du service de traumatologie, examina les plannings chirurgicaux et commença à mettre en œuvre ses nouveaux protocoles. À 21h01, elle était épuisée, mais elle fit un dernier arrêt avant de quitter l'unité de soins intensifs pour aller voir Atlas. Les gardes devant sa chambre avaient changé de corps, mais ils vérifièrent tout de même son badge avant de la laisser entrer. Hansen était parti, remplacé par un autre Navy SEAL, le plus jeune de l'hélicoptère, dont le nom inscrit sur le badge était Martinez. « Bonsoir, madame, » dit Martinez en se levant lorsqu'elle entra. Hansen avait dit « Vous passerez probablement ». Julie s'approcha du lit. La sédation d'Atlas avait été réduite et il avait les yeux ouverts, suivant ses mouvements. Le tube endotrachéal avait été retiré et remplacé par un simple masque à oxygène. Il semblait alerte, conscient. « Quartier maître Morrison, » dit Julie doucement. « Je suis le Dr. Larson. Je suis le chirurgien qui vous a opéré hier. Vous m'entendez? » Atlas acquiesça lentement. Il essaya de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure rauque. « Valkyrie ?» Julie retint son souffle. « Quoi? Hansen me l'a dit. Atlas à l'état. Il a dit que c'est vous qui avez sauvé Rodriguez. Il a dit que vous êtes Valkyrie. » Il esquissa un faible sourire. « Merci de m'avoir ramené à la vie. » Julie ressentit une vague d'émotion inattendue. « De rien, mais c'est vous qui avez fait le plus dur. Vous avez survécu assez longtemps pour que nous puissions vous secourir. » L'expression d'Atlas devint sérieuse. « Ils sont toujours là-bas. Ceux qui m'ont tiré dessus reviendront me chercher. »« Je sais, » dit Julie. « Mais vous êtes en sécurité ici. Nous avons des gardes. Nous avons des mesures de sécurité. Ce n'est pas suffisant. » La main d'Atlas bougea légèrement, cherchant son bras. Sa prise était faible, mais insistante. « Vous ne comprenez pas. Les personnes qui vendent les armes ne sont pas à l'extérieur. Elles sont à l'intérieur. Des militaires. Quelqu'un qui a accès. » Avant que Julie n'ait pu répondre, les lumières de l'unité de soins intensifs clignotèrent une fois, puis s'éteignirent complètement. Les lumières de secours s'allumèrent immédiatement, baignant la pièce d'une faible lueur rouge. Martinez se leva instantanément, arme à la main, resté avec le patient. La formation de Julie prit le dessus. Elle se dirigea vers le lit d'Atlas, posant sa main sur ses perfusions pour s'assurer que rien n'était déconnecté. À travers la paroi vitrée de la salle de soins intensifs, elle pouvait voir le chaos. Des infirmières couraient, les moniteurs bipaient frénétiquement, les patients criaient, désorientés. Puis elle les vit. 4 silhouettes vêtues de noir se déplaçaient dans l'unité de soins intensifs avec détermination. Ce n'était pas du personnel médical. Ils se déplaçaient comme des opérateurs, avec fluidité et coordination, des armes visibles dans leurs mains. « Nous avons des ennemis », aboya Martinez dans sa radio. Il se dirigea vers la porte, prenant une position défensive. L'esprit de Julie tournait à toute vitesse. Ce n'était pas une coupure de courant aléatoire. Il s'agissait d'une attaque coordonnée. Quelqu'un avait coupé l'alimentation électrique principale pour semer le chaos, et maintenant ils venaient chercher Atlas. Elle regarda frénétiquement autour d'elle. Pas d'armes, aucun moyen de se défendre, sauf... Son regard se posa sur la carte d'urgence dans le coin. Elle se précipita et l'arracha du mur. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Atlas d'une voix rauque. « Je me prépare », répondit Julie. Elle attrapa les palettes du défibrillateur et les chargea au maximum. « S'ils parviennent à passer Martinez, je ne me laisserai pas faire sans me battre. » Le premier assaillant apparut à la porte. Martinez tira 2 fois, en plein cœur, avec professionnalisme et maîtrise. L'assaillant s'effondra, mais 2 autres apparurent au coin du couloir et ripostèrent. Martinez reçut une balle dans l'épaule et tomba. Julie n'hésita pas. Elle saisit les palettes du défibrillateur et se précipita vers le premier assaillant qui franchissait la porte. Elle plaqua les palettes contre sa poitrine et déclencha le choc. Les 300 volts d'électricité le firent convulser et s'effondrer sur le sol. Le deuxième assaillant leva son arme, mais avant qu'il ne puisse tirer, une silhouette massive le plaqua par derrière. Hansen. Le chef des SEAL était apparu comme un fantôme, son couteau déjà en mouvement. Le combat fut terminé en quelques secondes, d'autres bruits de pas.
La sécurité de l'hôpital arrivait, accompagnée de ce qui semblait être une équipe tactique fédérale. Le capitaine Mitchell apparut, arme à la main, balayant la pièce du regard. « C'est bon! » cria l'un des membres de l'équipe d'intervention. Julie lâcha les palettes du défibrillateur, les mains tremblantes. Elle regarda Atlas, qui la fixait avec un mélange de choc et d'admiration. « Valkyrie, murmura-t-il, c'est vraiment vous. » 3 heures plus tard, Julie se tenait dans le bureau de Richard Blackwell, en compagnie du capitaine Mitchell, du docteur Castigliano et d'un Robert Chen au visage sombre, venu du Pentagone. Les agresseurs étaient des mercenaires, expliqua Chen. Ils avaient été engagés par quelqu'un au sein du ministère de la Défense pour éliminer Atlas avant qu'ils ne puissent les identifier. Nous avons arrêté la personne qui a orchestré tout cela, un officier logistique ayant accès à des programmes d'armes expérimentales. Il vendait des prototypes aux plus offrants. Blackwell semblait bouleversé. Cet hôpital a été attaqué. Nos patients ont été mis en danger. Et votre directrice de la chirurgie traumatologique a sauvé un agent de renseignement crucial à l'aide d'un défibrillateur, dit Mitchell d'un ton sec. Je dirais qu'elle a plus que mérité son poste. Blackwell regarda Julie affalée sur une chaise, toujours vêtue de sa blouse tachée de sang après avoir soigné la blessure par balle de Martinez. « Dr. Larson, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez renforcer votre sécurité, dit Julie d'un ton las. Et dites que vous me ferez confiance quand je vous dirai que quelqu'un représente une menace. C'est d'accord, répondit Blackwell immédiatement. Julie se leva. Alors je rentre chez moi. Ces 3 derniers jours ont été longs. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Chen l'appela. Dr. Larson, le Pentagone tient à vous remercier. Nous aimerions vous proposer un poste de consultante. Non, répondit Julie sans se retourner. J'en ai fini avec ces devis. Je suis désormais chirurgienne civile. C'est tout ce que je veux être. Elle sortit, les laissant la regarder s'éloigner. Le lendemain matin, Julie arriva à l'hôpital et trouva son bureau complètement transformé. Quelqu'un avait apporté des meubles, accroché ses diplômes au mur et placé une plaque avec son nom sur la porte. Dr. Julie Lane, directrice du service de chirurgie traumatologique. Il y avait une note sur son bureau, écrite de la main du Dr. Marcus Cross. « Bienvenue au Miami General. Vous l'avez mérité. » MC Julie s'assit dans son nouveau fauteuil et regarda par la fenêtre la ligne d'horizon de Miami. Il y a 3 jours, elle avait été rejetée comme non qualifiée. Aujourd'hui, elle dirigeait tout un service. La femme qu'ils avaient humiliée était désormais leur patronne. Elle sourit. Parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à leur prouver qu'ils ont tort. Que feriez-vous si vous étiez sous-estimé comme le Dr. Julie Larson? Laissez un j'aime. Si vous pensez que le respect doit se gagner par l'action et non par des suppositions, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été jugé injustement? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de guerriers cachés qui prouvent aux sceptiques qu'ils ont tort. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le fait d'être sous-estimé n'est qu'une occasion supplémentaire de montrer de quoi vous êtes vraiment capable.